Marie-Amandine Stévenin, bonjour. Bonjour. Alors vous défendez les consommateurs, on vous connaît à travers UFC Que Choisir, la plus grande association de France de défense de consommateurs que vous présidez. Alors il y a beaucoup de sujets à évoquer avec vous, celui qui a défrayé la chronique ces derniers temps, c'est l'affaire Perrier, l'affaire de la fausse eau de source vendue comme eau minérale naturelle alors qu'il s'agit de l'eau transformée. C'est une affaire de fraude gigantesque, vous portez le cas en justice, hein. Ça a été annoncé hier. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'interdiction de vente de toute bouteille Perrier? Alors, concrètement, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a lancé des actions. Parce que, bon, ce qui s'est passé avec Nestlé Waters, il n'y a pas besoin de résumer. Je pense que les gens connaissent bien le dossier maintenant. Tout le monde parle de scandale. Nous, on s'est dit, première association de défense des consommateurs, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut que les consommateurs soient représentés et soient défendus. Donc, on a lancé plusieurs procédures conjointement. La première procédure qu'on a lancée, elle vise, c'est une procédure d'urgence, ça s'appelle un référé d'heure à heure techniquement, et elle vise à demander l'interdiction de vendre ces bouteilles qui sont, parce qu'à l'heure actuelle, il faut le savoir, les bouteilles sont étiquetées eau minérale naturelle, alors qu'il ressort très clairement du rapport de la commission sénatoriale et des déclarations qui ont été faites, que c'est cette eau qui est vendue en bouteille, elle a subi des traitements. Et donc si elle a subi des traitements, ce n'est plus de l'eau minérale naturelle. Et donc la première action qu'on a lancée, c'est effectivement de demander le retrait de ces bouteilles d'eau, le retrait de ces bouteilles qu'on étiquette qui ne correspond pas au produit qui est à l'intérieur et qui pourrait s'apparenter à une pratique commerciale. Et Perrier a lancé Maison Perrier, donc c'est une nouvelle marque, une nouvelle eau sans mention d'eau minérale, mais très ressemblante dans la forme, dans le logo. Pour vous, ça va pas, c'est de la tromperie. Alors, il faudra voir comment se positionne Maison Perrier par rapport à Perrier. Ce qui est sûr, c'est que l'étiquette eau minérale naturelle, elle ne peut pas être apposée sur une eau qui n'est pas minérale naturelle, donc qui a subi un traitement. Il ne faut pas non plus créer dans l'esprit du consommateur une confusion en vendant une bouteille qui ressemblerait en tout point à l'eau minérale naturelle, mais sur lequel il n'y aurait pas écrit en tout petit eau minérale naturelle. Il faut faire très attention aux pratiques commerciales trompeuses, c'est-à-dire aux pratiques qui sont mises en œuvre et qui visent à obtenir du consommateur un achat qu'il n'aurait pas fait dans ces conditions s'il avait été correctement informé. Et dans cette affaire Nestlé Waters, est-ce qu'il peut y avoir réparation financière pour le consommateur? Parce que c'est impossible de retracer tous les buveurs de Perrier depuis plusieurs années. Alors ce volet-là judiciaire n'a pas encore été ouvert. On a voulu déjà réagir dans un premier temps sur ce qui était le plus gros scandale, c'est-à-dire continuer à vendre des bouteilles alors qu'il y a une pratique commerciale trompeuse qui semble être quasiment reconnue par toutes les parties. On n'a pas encore ouvert le volet indemnisation. C'est sûr que c'est un volet qui va être très compliqué parce qu'il faudrait que chaque consommateur qui a acheté des bouteilles d'eau Perrier soit en mesure de le justifier. Donc bon, en tout état de cause, continuez à garder vos tickets de caisse et éventuellement tout ce qui pourra vous servir de preuve plus tard. Mais pour le moment, on n'a pas encore ouvert ce volet-là. Et que risquent les politiques? Parce que vous attaquez aussi par exemple la ministre de l'Industrie de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, concrètement. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que toute la lumière soit faite. Parce qu'on considère que ce n'est pas normal que le droit de la consommation, que les intérêts des consommateurs aient été sacrifiés pour des intérêts industriels particuliers. Vous maintenez qu'ils savaient? Alors, il ressort du rapport de la commission sénatoriale qu'il y avait des traitements illégaux dont étaient informés certains politiques, certains ministres, certains cabinets. Donc, il faut que la lumière soit faite sur cette question qui est de savoir, les traitements sont illégaux, ça conduirait à une pratique commerciale trompeuse, pourquoi est-ce que des gens qui savaient n'ont rien fait? Et est-ce que ça relève de la complicité de la pratique commerciale trompeuse? Alors, il faut dire que vous avez appris des choses dans ce rapport sénatorial de la commission d'enquête, mais est-ce que vous avez établi le risque sanitaire de cette transformation de l'eau? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a une fraude et il y a quand même mise en danger? C'est différent aussi. Alors oui, mais déjà, j'aimerais bien qu'on lève un petit peu ce point, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu empoisonnement qu'il n'y a pas pratique commerciale trompeuse. Et donc, c'est quand même, les deux relèvent du délit. Alors, certes, l'atteinte peut être plus ou moins grave sur une personne déterminée, mais les deux relèvent quand même d'un comportement délictuel. Ça, c'est le premier point, je pense qu'il faut vraiment le rappeler. Il y a une pratique commerciale trompeuse. Sur la qualité sanitaire de l'eau, il ressort des études qui ont été faites et du rapport de cette commission sénatoriale qu'en réalité, cette filtration qui est une micro-filtration à 0,2 microns,
ne serait peut-être pas à 100% fiable et de nature à assurer un caractère pur et sain de l'eau qui a été délivrée. Nous, on n'est pas des scientifiques, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais ce qui est sûr, c'est que la question est soulevée. Et contrairement à ce qu'on nous a dit, parce que c'est un petit peu la défense au moment de l'apparition de ce rapport, c'est de dire, mais c'est pas grave, il n'y a pas eu de mise en danger, il n'y a pas eu d'empoisonnement. En fait, il n'y en a peut-être pas eu concrètement, mais c'est pas sûr que la qualité de filtration, elle était optimum par rapport à ce qu'on visait. Donc là aussi, il faudra faire toute la lumière. Et est-ce que la sanction réputationnelle, parce qu'on sait que là les ventes ont baissé de 23% en avril par rapport au mois d'avril précédent, est-ce que c'est pas suffisant finalement d'avoir cette baisse des ventes pour une maison comme Perrier? Alors, nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est surtout que le consommateur, il a accès à des produits sains. Ce qu'on cherche, c'est que le consommateur, il ait accès à des produits sains, des produits fiables. Donc qu'aujourd'hui, le consommateur se détourne d'une marque dans laquelle il n'a plus confiance, ça n'est finalement que extrêmement logique. Mais pour le passé, pour ce qui s'est passé, il faut quand même que la lumière soit faite parce que rien ne permet de garantir que ça ne se repassera pas pour cet industriel ou pour d'autres industriels. Oui, il faut marquer le coup pour vous. Bon, il n'y a pas que cette campagne-là, une autre campagne est en cours sur les substances nocives dans les produits du quotidien. Alors là, vous inquiétez un peu parce qu'il s'agit de quoi? Les perturbateurs endocriniens, ça fait un bout de temps qu'on en entend parler et il y en a toujours dans les produits en fait? Alors en fait, ça va même au-delà des perturbateurs endocriniens. Je ne veux pas vous inquiéter encore plus, mais en réalité, on s'est penché sur toutes ces substances que nous, on qualifie de nocives, ces substances indésirables dans les produits du quotidien. Donc vraiment, là, on est sur alimentation, cosmétiques, détergents. On est vraiment sur des produits qu'on utilise tous et tous les jours, finalement, et qui contiennent un certain nombre d'additifs, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément nécessaires à l'élaboration de la recette, mais qui permettent d'avoir un petit parfum, un petit pouvoir moussant ou un exhausteur de goût, enfin, toutes ces petites choses-là qu'on vient de rajouter. Et il faut savoir que sur les 300 additifs qui sont actuellement autorisés en France, il y en a 29% qui sont classés selon la littérature scientifique à éviter ou peu recommandables. Donc il y a quand même plus d'un quart des additifs qu'on est quand même... Et pourquoi ils sont encore autorisés, ils sont indispensables? Alors, ils ne sont pas nécessairement indispensables dans les recettes. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a démontré, notamment quand on utilise notre application Quel produit. C'est ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur d'une marque, à l'intérieur d'une catégorie de produits, il va y avoir des produits qui vont avoir cet additif et d'autres qui ne l'ont pas. Donc ça montre que l'additif n'est pas essentiel à l'élaboration de la recette et pas essentiel au produit. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a toujours un temps entre l'interdiction d'un additif, par exemple, et la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'entre le moment où, au niveau scientifique, on va dire cet additif, il est potentiellement dangereux, et le moment où on va finalement l'interdire, il peut s'écouler beaucoup de temps. Parce que le process est long. Il faut aussi savoir que sur les autorisations qui sont faites, les autorisations sanitaires, ça va être fait sur la base de la littérature scientifique apportée par l'industriel. Il n'y a pas de contre-enquête qui peut être faite. Donc il faut toujours qu'il y ait, voilà, il y a tout un temps d'études. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on demande, c'est déjà on avertit les consommateurs. On leur dit faites attention, renseignez-vous, utilisez notre application pour savoir ce que vous mangez, ce que vous mettez sur la peau, ce que vous mettez sur la table. Et comment on les reconnaît, les noms par exemple de ces additifs? Alors justement, les noms c'est très compliqué à retenir. Numéro souvent. Alors ça peut s'appeler du E200, je ne sais quoi, ou alors des noms, quand vous regardez la composition d'un produit cosmétique, aucun nom ne vous permet de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que nous, dans notre application Quel produit, on a fait une colorométrie, c'est-à-dire qu'on met un indice vert, jaune, orange, rouge, en fonction du caractère vraiment soit sans danger, soit à éviter sur les substances. Et puis après, pour ceux qui sont les plus curieux, vous pouvez cliquer et vous pouvez avoir la liste de ces additifs, les listes de ces substances dans le détail qui vous permettent de bien comprendre. Et par quoi ça peut être remplacé? Est-ce qu'il existe des alternatives qui respectent aussi le porte-monnaie des consommateurs? Parce qu'il y a aussi cet équilibre-là à respecter. Oui, non mais bien sûr, il y a toujours une question de pouvoir d'achat. Il y a des alternatives qui existent. Et on le voit bien parce qu'à l'intérieur d'une catégorie de produits, je prends des chewing-gums par exemple, mais à l'intérieur de la catégorie des chewing-gums, certains vont avoir des additifs qui sont vraiment à éviter ou qui sont peu recommandables. D'autres chewing-gums ne vont pas avoir ces additifs. Donc on voit bien que déjà c'est possible. Et puis ces indications-là que vous pouvez avoir avec l'application Quel produit, vous verrez que ce n'est pas forcément les produits les plus chers qui sont toujours les mieux notés.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le portefeuille du consommateur. C'est une mauvaise nouvelle pour l'information générale, parce que ça veut dire qu'il faut sans cesse aller se renseigner et ne pas s'arrêter soit à une marque, soit à un prix. Ça prend du temps, il faut faire tous les produits d'un rayon. Est-ce que le naturel est forcément bon? Est-ce que c'est absolument la distinction à faire? Parce que souvent, sur les pots de crème, par exemple, on voit aller à 98% d'ingrédients naturels. Est-ce que ça veut dire que c'est un bon produit pour autant, pas dangereux? Ah bah alors, si c'est marqué 98% de produits naturels, ça veut dire qu'il y a 2%, c'est pas naturel. Donc déjà, on peut s'interroger, parce que si vous avez 98% de très très bien, mais 2% de très 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 mauvais, bah, l'équation va pas être bonne. Le synthétique, est-ce qu'il est forcément dangereux? C'est ça, alors, le synthétique n'est pas nécessairement dangereux. Le naturel n'est pas nécessairement sans danger, puisque, on le sait, il peut y avoir des risques allergènes, il peut y avoir des sensibilités qui sont développées. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller se pencher sur la composition des produits. Si c'est garanti sans additifs, bon bah là, vous savez que c'est toujours meilleur que quelque chose dans lequel il y a des additifs. Mais est-ce que c'est bien contrôlé? Parce qu'on sait que mais alors normalement, on en revient aux pratiques commerciales trompeuses. Ouais, tout ce qui est porté sur l'emballage doit pouvoir être vérifié et relèverait éventuellement, si c'est faux, de la pratique commerciale trompeuse. Mais finalement, on paraît mal protégé par la loi, alors que évidemment les normes sont aussi très très lourdes. Alors comment on fait? Parce qu'on sait que quand on veut interdire quelque chose, eh bien ça paraît trop lourd. On l'a vu avec les agriculteurs il n'y a pas longtemps. Finalement, les néonicotinoïdes, on y revient parce qu'il faut aussi alléger la production. Comment on fait le tri entre ce qui est bon, ce qui est passable? Comment on fait? Ce qu'il faut, c'est avoir une information fiable. Tout le pouvoir du consommateur va résider dans son information, c'est-à-dire que le consommateur, quand il est correctement informé, et c'est pour ça aussi que nous, on avait une demande, par exemple, sur la liste des ingrédients des produits, on demande à ce qu'elle soit lisible. Parce que la plupart du temps, elle n'est pas lisible, aussi bien en termes techniques qu'en taille de caractère, tout simplement. C'est vraiment, on en est là. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une vraie information du consommateur pour que le consommateur il puisse faire son choix. Il y a des règles qui existent. On demande aussi, concernant par exemple les additifs, que tous ceux qui sont à éviter à l'heure actuelle ne soient plus mis sur le marché, parce qu'il y a un principe de précaution aussi qui fait qu'il ne faut pas qu'on puisse agir trop tard pour protéger le consommateur. Oui, mais il y aura forcément des industriels derrière qui vont défendre leur niche aussi, bien sûr, des additifs. Mais est-ce qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que le consommateur consomme des produits qui sont pleins d'additifs qui sont à éviter? Je ne crois pas. Bon, notre prochaine invitée est spécialiste de la fast fashion. C'est une tendance contre laquelle vous alertez. Pour vous, le risque, est-ce que c'est comme la loi actuellement en discussion le cible uniquement ces plateformes d'ultra fast fashion, donc qui produisent en Chine et envoient leurs produits en quantité et à bas coût? Alors, nous, on n'a pas visé spécifiquement certaines plateformes de vente par rapport à d'autres, à UFC Que Choisir. Ce qu'on a soutenu, c'est la transparence de l'éco-contribution. C'est-à-dire que s'il y a une taxe qui est mise en œuvre sur des produits, en l'occurrence, là, ce serait des vêtements, il faut que cette taxe, elle apparaisse clairement sur l'étiquette. Il faut que le consommateur, c'est lui qui va payer la taxe. Donc, il faut qu'il soit directement informé de la raison pour laquelle il va payer ce produit plus cher. Ça, c'est la première étape. Et notre demande à nous, c'est s'il y a une taxe qui est payée par le consommateur, il faut que ça puisse revenir dans la poche du consommateur. Il faut que cette taxe, elle vienne alimenter des fonds réparation, des étiquettes vertes qui vont aider le consommateur. Aiguillez-nous sur l'état actuel des recherches sur Chine, par exemple. Les matériaux sont-ils plus nocifs que pour d'autres marques? Parce que, par exemple, un chiffre de la ministre des Comptes publics, 94% des produits contrôlés ne respectent pas les normes et 66% sont dangereux. Ça fait peur, quand même. Mais ça, c'est pas normal. Il y a surtout, et là, on est au-delà de la question sur des plateformes en particulier, c'est que les produits sont encadrés à l'heure actuelle. S'ils ne respectent pas la législation et la réglementation qui est la nôtre, ils ne devraient pas être mis en vente. Ça c'est certain. Bon, c'est peut-être un de vos prochains combats. Merci beaucoup, Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'UFC Que Choisir. Merci à vous. Merci à vous.